Alors bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Thierry Vignal, un expert sur plein de domaines. T'es fan d'immobilier toi de base? Mais je ne sais rien faire de mes mains que de l'immobilier. Recevoir à 28 ans autant d'argent... C'est pas sur mon compte perso, hein. Moi je suis ressorti avec zéro, qu'on soit clair. Un tour qu'on a fait à 30 ou 40 millions, j'ai des ex qui m'ont recontacté sur Insta, elles n'ont pas fait le lien. J'étais en retard, qu'est-ce que je faisais? Je négociais un 9 mètres carrés rue Ramet, 60 000 €. Putain. Je suis seul à la visite. Non. Où vous êtes les gars? Oui, mais s'ils viennent sans ascenseur, c'est dur. Et puis, c'est le 18e. Oui, enfin, c'est le 18e Montmartre, c'est pas le 18e Colline du Crac. Tu te fais pas insulter par les gens qui doivent dire tiens, c'est une cage à lapin. Si. Mec... C'est comme si je brûlais au lance-flamme des enfants qui sortent de maternelle. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Thierry Vignal. Salut Gilles, salut Mathéo. Voilà, un entrepreneur qui a essayé de relever et de changer un petit peu tous les défis de l'immobilier avec sa boîte Mastéos, qui va pouvoir nous en parler un tout petit peu par la suite. Aujourd'hui, il se lance dans une nouvelle entreprise qui s'appelle Atome. Il va aussi nous en parler. Donc, c'est purement IMO, un expert sur plein de domaines. Il y a eu des problèmes, il y a eu des hauts, des bas. Je pense que ça, on pourra en parler aussi. Merci d'être venu, Thierry. My pleasure. Est-ce que tu peux nous résumer un peu en 2 mots qui est Thierry ? J'ai fait une école de commerce classique. Je suis parti bosser en cabinet d'avocat en Chine. Ensuite, j'ai fait de la finance à Londres parce que j'étais mauvais en droit. Et après, en finance, je trouvais pas mes repères. Donc, je suis revenu en France à l'âge de 28 ans. J'étais en errance professionnelle totale avec ce parcours pro décousu. Et je me suis retrouvé dans un bar. J'ai croisé mon associé Maxime Anquier au détour d'un stage d'observation chez un concurrent. Il m'a rejoint dans ce bar et on a créé Mastéos sans aucune ambition en 2019. Début 2019, on dépose les statuts. Fin 2019, on n'a toujours pas fait 1 centime de chiffre d'affaires. 2020, on encaisse notre premier euro. 2022, fin 2022, on est 400 salariés. Bam. Donc ça allait très vite. Fin du podcast. Voilà, donc Mastéos est connu comme étant la start-up immobilier qui a grossi le plus vite et qui a explosé en vol avec la remontée des taux d'intérêt. On en a fait l'amère expérience tous les deux avec Gilles, qui était chez Mastéos. Tout à fait. Et après ça, un peu dur la faillite, beaucoup de larmes, de sang, mais on se relève aujourd'hui avec cette boîte qui s'appelle Atome et qui vise à recycler tous les micro-logements du marché parisien à l'abandon pour en faire quelque chose d'exploitable, quoi. Ce qui est un très beau marché, je pense, qui n'est pas encore exploité et sous-exploité peut-être aujourd'hui. Tout le monde a essayé. Tu sais, c'est l'univers des chambres de bonne. J'aime pas trop le terme parce qu'il est très réducteur. Ouais. Donc, on a l'image d'Épinal de la chambre de bonne au 7e étage sans ascenseur avec les toilettes sur le palier et les voisins prostitués ou dealers. Enfin, c'est un monde d'insalubrité terrible. Il y en a un peu moins de 150 000 à Paris. De logements qui font moins de 14 mètres carrés, c'est la définition du micro-logement. Et l'INSEE nous dit qu'il y en a 85% qui sont à l'abandon. C'est chaud. Ouais, donc ça fait 1 million de mètres carrés habitables, mais non habités, en plein Paris, en pleine crise du logement. Donc ça fait pas de nous la Fondation Abbé Pierre, même si c'est plus la bonne référence. Ouais. Ça fait pas de nous Je sais plus le nom maintenant. Mère Teresa, mais n'empêche qu'il faut qu'on s'attaque à cette problématique et donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et ça te fait pas flipper de repartir sur l'IMO parce qu'avec ce qui s'est passé où tu as fait une ascension fulgurante avec Mastéos et d'un coup on a le marché qui s'est retourné contre nous, contre toi surtout. Derrière, tu veux relancer un business qui est dans l'IMO. Est-ce qu'il y a un moment où tu as réfléchi, tu t'es dit que tu voulais peut-être aller sur quelque chose de peut-être plus sécure ou qui était un peu plus protégé par rapport à d'autres marchés? Mais je ne sais rien faire de mes mains que de l'immobilier. Je sais rien faire. Non, et en plus, c'est pas loin d'être vrai parce que l'IMO, mine de rien, quand t'as pas de skill particulière, il faut savoir monter 6 étages et c'est bon, quoi. Et en plus, c'est vraiment, je dis 6 étages parce que c'est vrai que les chambres de bonne, malgré tout, sont quand même souvent au dernier étage. Et c'est vrai qu'avec les ChatGPT 5, 6, 7, 28, c'est un peu le seul secteur qui est hermétique à la ChatGPTisation, quoi, parce que on est dans le réel, on est dans le dur, faut monter les étages, faut inspecter physiquement les trucs, quoi. Donc travaux et IMO, c'est un peu les seuls métiers où potentiellement dans 20 ans, on est encore en vie, quoi. Et t'es fan d'immobilier, toi, de base? Quand t'as voulu lancer Mastéos et après continuer Atome, c'est parce qu'il y a une opportunité de marché ou de base, t'es fan d'immobilier ou t'as une vraie passion de l'architecture, de la rénovation, tous les corps de métier? Si je veux vraiment rentrer dans le détail, quand j'étais trader à HSBC à Londres, entre 2 trades, j'allais sur un blog d'une meuf qui s'appelle Elise Frank, qui a disparu depuis. Ah oui, mais qui elle est a connue. disparu, mais elle c'était la première au final à en parler. à lancer le truc de Pour les l'invest anciens, locatif. ils connaissent. Mais vraiment, ça date d'il y a 15 ans, quoi. Et elle faisait des avant-après qui, à l'époque, moi, me paraissaient époustouflants.
Et c'est ça qui m'a fait marrer. Tout le monde adore les avant-après. C'est vraiment, c'est universel. C'est visuel. C'est visuel. Et puis je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Il faut un acheteur, un vendeur. Puis tu fais les travaux, tu te démerdes. Et donc je me suis dit, moi, ayant zéro skill, je vais faire ça. Mais une passion, je sais pas. Maintenant, à force, oui, on peut dire que je suis passionné. Et surtout, j'adore le terrain. Loin des tours de la Défense, être sur le terrain, être en vélo entre deux visites, mine de rien, tu retrouves un peu de sens de la terre, quoi. Parce que quand tu étais chez Mastéos, tu étais moins sur le terrain, du coup, tu étais beaucoup sur les bureaux, la stratégie, etc. Et depuis que tu es chez Atome, tu es de nouveau sur le terrain. C'est ça aussi que tu apprécies de nouveau, on va dire. Tu retrouves le plaisir du terrain, de l'humain, etc. Ouais, une des raisons pour laquelle Mastéos a fait faillite, c'est la déconnexion avec le terrain. C'est une boîte qui s'est beaucoup financiarisée avec les levées de fonds. On a levé 65 millions d'euros en 2 ans. C'est énorme. Hein. C'est énorme, et c'est trop. Et du coup, ça très vite, ça financiarise le bordel et tu te déconnectes des problématiques réelles. Et donc, on finit dans notre tour d'ivoire dans le Marais à Paris à gérer des chantiers à Roubaix ou à Valence. Et en fait, ça marche pas, quoi. Ouais. C'est un métier de terrain, c'est un métier d'expert local. Donc, moi, le seul truc que je connais, c'est Paris. Donc, ma nouvelle boîte, c'est Paris et c'est sur le terrain. Et est-ce que tu conseilles les boîtes qui touchent à l'immobilier de faire des levées de fonds, ou parce que le défaut et l'avantage de l'immobilier, c'est que c'est durable, c'est sur le long terme, mais ça met toujours un peu de temps. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont, par exemple, une entreprise d'architecture, une entreprise de rénovation, une entreprise de chasse dans l'IMO? Est-ce que tu conseilles de faire des levées de fonds de nouveau, ou c'était une opportunité il y a 2-3 ans, et aujourd'hui, en vue du marché, en vue des taux, mieux vaut avancer en bootstrapping, en fonds propres, ça veut dire. Alors la réponse courte, c'est mieux en fonds propres, évidemment. Après, ce qu'on a vu sur Mastéos, après, c'est pas toi qui choisis de faire une levée de fonds. Genre, il y a levée de fonds, 500 000 euros ou moins, avec 2-3 business angels. C'est pas levée de fonds au sens venture capital du terme. Levée de fonds au sens lever 10 millions. En fait, tu décides pas un beau matin d'aller lever 10 millions. C'est plutôt un VC qui te tombe dessus ou le système qui vient à toi, tu vois. C'est dur de dire non, je pense, quand t'as un petit jeune, t'as une petite boîte, tu penses qu'il valait rien et d'un coup, 10 millions sur la table. Ouais, là, tu lis même pas les notes de bas de page. Tu vois, tu vois un numéro de téléphone avec avec la serviette comme dans les films, là. Oui, mais c'est ce qui fait briller aussi, parce que recevoir à 28 ans autant d'argent, 28, 29 ou 30, autant d'argent, comment tu te places? C'est pas sur mon compte perso, hein. Moi, je suis ressorti avec 0, qu'on soit clair. Mais les gens, ils savent pas parfois. Ils ont l'impression que 10 millions, ça arrive sur toi et après, c'est toi qui... Quand j'ai levé, là, il y a un tour qu'on a fait à 30 ou 40 millions. J'ai des ex qui m'ont recontacté sur Insta. Elles ont pas fait le lien. Et donc, les levées de fonds, de toute façon, c'est fini, hein. L'ère des grandes levées VC, Venture Capital. Et aujourd'hui, oui, il faut un peu d'argent pour démarrer. Moi, sur Atome, j'ai levé quelques bricoles pour payer moi et mon staff, et vous aussi, quoi. Tu peux taxer ta tante, tu vas avoir la BPI, etc. Mais il faut maximum être autonome financièrement, bien sûr. Sinon, c'est que le modèle est pas très sain a priori. Et tu parlais de personnes qui t'ont recontacté quand tu as commencé à lever des fonds. Est-ce que ça a fait aussi l'effet inverse à partir du moment où Mastéos a commencé à chuter? Tu as eu des personnes qui te parlaient tous les jours, qui revenaient vers toi, qui te brossaient dans le sens du poil, et là tout de suite, silence radio, etc. Oui. C'est de bonne guerre, mais oui, quand t'es dans la lumière, il y a plein de gens qui t'écrivent, et puis quand tu fais faillite, il y a des gens qui répondent plus au WhatsApp. Mais bon, c'est pas grave. Il y a eu quand même beaucoup de personnes qui t'ont soutenu dans ce moment-là, où ça pouvait... Enfin, tu vois, on est moi, je me suis senti très seul, mais les gens sont de bonne nature en général. J'ai reçu 2-3 messages LinkedIn, mais c'est vrai que c'est pas très agréable de faire faillite à ce niveau d'ampleur, hein. C'est une faillite à 50 millions de passifs, Valo 155 millions, enfin c'est des chiffres énormes. J'ai passé beaucoup de temps au tribunal de commerce, c'est très stressant. Il y a un mix de contentieux juridiques, RH, financier, fiscal, tout se mélange. Moi, j'ai pas de filet de sécurité en tant que gérant, et vous non plus. Parce qu'on touche pas le chômage, on touche pas. Donc moi, je me retrouve sans le sou à me faire attaquer avec que en millions. C'est une période dure, mais après on s'enlève, ça endurcit, et ça permet de pas se replanter ou pas refaire les mêmes erreurs sur la boîte d'après, quoi. Et vous, ça vous a inspiré parce que votre boîte m'a l'air assez saine dans sa construction. C'est vrai qu'on s'est servi de ce qui s'est passé aussi avec Mastéos pour pouvoir monter Home Next. Mais en l'occurrence, tu as fait un choix aussi qui était tout à fait respectable, qui était de te montrer sur les réseaux dans un moment très compliqué, à mon avis, pour toi. Et plein d'entrepreneurs, je pense, l'auraient pas fait. Ils seraient juste allés se tapir dans une grotte et juste ne pas plus se montrer en se disant j'ai honte, je suis un peu dans la merde. Et au final, tu as pris la parole. Et est-ce qu'il y a un sens à ça, à vouloir montrer peut-être aux gens que
tu vois, être entrepreneur, c'est aussi avoir des galères, etc. Pourquoi t'es resté à fond sur les réseaux comme ça? Est-ce que... C'est psychanalytique parce que ça permet aussi le fait de s'ouvrir. Ça permet de soigner un peu ses cicatrices. Ouais. Et puis, ça permet de se défendre un peu parce que tout le monde a l'impression que quand on lève des millions, on s'en met plein les poches. Alors que non, il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans cette aventure, mais moi le premier, puisque je ressors avec beaucoup de dettes, et pas de filets de sécurité. Donc c'était une manière aussi de me défendre. Et puis à la fin, j'ai vu que ça apportait du bien à la nouvelle génération d'entrepreneurs sur les excès des levées de fonds et des structures de coûts impossibles. Donc je me sentais un peu mieux à le faire. Ouais. Et les Français, les entrepreneurs sont très peu éduqués sur tout cet univers. Et je sais que déjà, toi, tu as évangélisé tout ça. Et grâce à toi, on en a su par rapport à ça. Il y a aussi Guillaume Moubèche qui parle beaucoup de ces sujets-là. Et c'est vrai, je trouve que c'est hyper important aussi de démocratiser tout ça. Parce que pour les jeunes générations où t'as pas forcément... pour avoir fait une école de commerce, on m'a jamais parlé de tout ça en école de commerce. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des personnes de terrain qui en parlent. Et c'est ça que j'apprécie, par exemple, aux États-Unis. Quelqu'un qui, par exemple, a loupé une boîte, il va pouvoir il sera encore plus mis en avant parce qu'il pourra donner les conseils. Il faut louper 2 boîtes. Ouais. Pas pris au Limite, sérieux. c'est un loser, t'as loupé qu'une boîte, toi. Ouais. Enfin, pour un Américain. Et c'est ça que j'apprécie. Et un truc que j'ai pas trop apprécié, par exemple, dans le LinkedIn game, c'est que quand il y a un homme qui est à terre, t'as tous les petits rats comme ça qui sont là à mettre. Et je trouve pas ça très cool de certaines personnes. Ça va. Ce qu'ils ont pu te faire, mais en tout cas, ouais, c'est quand même beau ce que t'as pu faire. Et on va retourner sur Atom parce que voilà, le but c'est d'avancer sur le positif. Déjà, comment tu trouves tes pépites? Parce que là, le but aussi, c'est d'avoir du concret pour les gens puissent passer à l'action. Comment tu trouves une pépite sur Paris alors que le marché est compliqué aujourd'hui? Ouais. Alors, le micro-logement, c'est absolument fascinant. Je pensais connaître ce marché des chambres de bonne. Comme tout le monde, on a tous à un moment flirté avec ces chambres de bonne. Tu sais, c'est des petits budgets. Donc, quand t'es primo-investisseur, tu commences a priori par ça. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que je ne le pensais. Je pensais tout connaître là-dessus. Et j'ai mis presque un an et demi à comprendre vraiment ce que c'était que ce marché-là. C'est un truc underground. Okay. Ça ne répond pas aux règles habituelles. C'est pas les mêmes prix. C'est pas les mêmes règles du jeu. C'est pas les mêmes agents, les mêmes vendeurs. C'est impressionnant à quel point c'est un marché totalement différent. T'as l'impression de faire de l'immobilier à Budapest. Bon. Et c'est un marché un peu technique. C'est des produits qui font peur. Qui font peur aux gens pour 3 raisons. C'est des passoires thermiques. Tu es trop petit. C'est des surfaces qui sont trop petites pour que le commun des mortels puisse y mettre quoi que ce soit. Et donc, tu as l'impression tout de suite d'être marchand de sommeil. Avant même d'avoir pu monter au 6e étage, tu te sens marchand de sommeil. Alors qu'il y a plein de façons de faire qui permettent d'éviter ça. Et juridiquement, c'est chaud parce qu'il y a le droit en droit des baux, il y a le plafonnement des loyers. Tu sais pas trop sous quel format tu vas le faire. Parce que tu peux pas le faire en plafond de loyer puisque c'est 30 € sur 9 mètres carrés. Tu fais pas de travaux sinon. Tu loues comme un schlag et là, on traite de marchand de sommeil. Voilà. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut cette triple expertise en micro-architecture, en droit des baux et en rénovation énergétique des biens en copro. Et ça met du temps à l'avoir. Et c'est des biens qui font très peur. Les meilleures affaires, c'est toujours des trucs un peu inconfortables. Genre, il faut se raccorder à une colonne d'évacuation. J'allais t'en parler. Parce que la plomberie, c'est un gros problème, on va dire, sur... tu t'y connais, par exemple, la différence entre une colonne d'Ovan, colonne pluviale, sanibroyeur. Tu peux expliquer dans les grandes lignes pour que les gens qui connaissent pas comment ça fonctionne, comment on peut se raccorder, etc. Je m'y connais pas assez. J'ai un associé qui s'est chauffé. Genre, il a son mètre et il mesure le diamètre du tuyau pour voir de quoi il en retourne. Mais c'est vrai que le game des micro-logements, je rappelle, financièrement, c'est intéressant parce que c'est plus rentable que le reste. Hein. Pour ceux qui ont le courage de prendre ce marché un peu technique, moi, je fais entre 6 et 7% de renta net en plein Paris. Ouais, sur Paris, c'est ça. Alors que chez Masseuse, j'ai jamais réussi à faire plus de 5 net où que ce soit. Donc, c'est vrai. C'est un marché qui récompense, mais très technique. Et donc, il y a ce sujet plomberie qui est co-substantiel à ce marché, avec souvent pas de toilettes. Quand il y en a, c'est souvent un sanibroyeur. Quand il y en a des vrais, c'est hors de prix, c'est intouchable, parce que tu as l'impression d'avoir Versailles dès que tu as des vraies toilettes dans un petit logement, donc c'est vendu à des fortunes. Donc le game, c'est de reconnaître la bonne colonne. Et je suis pas expert, mais plus c'est gros, mieux c'est, comme dit ma femme. En l'occurrence, en colonne, si c'est gros, c'est que c'est une colonne des vagues des eaux pas bien, des eaux caca. Et il faut se raccorder à cette colonne. Parfois, le vendeur ou l'agent l'a pas vue parce qu'elle est coffrée, et toi tu l'as vue parce que chez la voisine du dessous, t'as frappé. Ah oui. Après, c'est tout un travail de terrain où tu frappes chez les voisins pour voir où est cette foutue colonne. Est-ce qu'il y a moyen de se raccorder ? Est-ce que
je le fais de manière sauvage et je régularise ex post en AG, ou est-ce que je demande à l'AG avant, mais pour ça, il faut déjà sonder la copro. T'es quel Pour ça team, toi, entre les deux? À la sauvage? Moi, j'ai tendance à le faire, à me raccorder d'abord Ok. et à régulariser après, Pareil. parce qu'on n'a pas le temps. Tu t'excuses, oui. tu dis je savais pas, et tu passes Oui, pour un Parfois, con, et ça passe, hein. l'action, il y a- et après t'excuser Il y a plutôt un que droit, t'excuser. il y a un droit fondamental aux toilettes, je crois, en jurisprudence, ce que me disent tous les avocats. Donc Ok. normalement, t'es censé être protégé par ça. Et c'est vrai qu'en fait, les deux critères qui font vraiment doubler le prix d'une chambre de bonne, ça va être est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce qu'il y a Et des toilettes. Bah oui. Et après, tu as les sous-critères, c'est toilettes sanibroyeur, vraies Mmh. toilettes, Palier, tu toilettes prends ou pas raccordables. Toilettes palier, moi j'en fais pas trop, Ok. sauf exception, genre le truc m'a coûté 30 000 € et il est place Vendôme. Oui, bon, bah ça, c'est pas grave s'il y a des toilettes palier, mais Et pourquoi t'en fais pas trop? bah parce que c'est pas cool. En plus, le concept Atome, c'est je prends des logements c'est du haut de gamme. insalubres, je les transforme en chambre d'hôtel 5 étoiles. Alors, par chambre d'hôtel, j'entends équivalent à une chambre d'hôtel, mais ça n'est pas une chambre d'hôtel. J'ai pas de commercialité, mais c'est aussi beau qu'une chambre d'hôtel 5 Tu vas étoiles. juste pour dormir. Qui va après une juste longue pour journée. dormir. Et donc, moi, je le loue à des sociétés, en Ok. bail société. Tu sais, chez Mastéos, on avait ce petit logement dans la cour en Ouais, arrière. je comprenais pas à quoi il servait. Je me suis dit, mais c'est quoi ce Bah, logement? c'était pour. On C'est en pour les avait- employés, des gens qui. La RH, elle en avait marre de payer l'hôtel allers-retours, ouais. 300 balles la nuit à chaque fois qu'on faisait un En vrai, c'est séminaire. smart. Ouais, et donc on bah s'est oui. pris ce logement, ce Trop bien. micro-logement qui faisait, je sais pas, 12 mètres carrés. Dans le marais. Dans le marais. Très bien, très bien. Mais tu vois, ça nous coûtait moins cher que l'hôtel, parce qu'on payait quoi, 1500 balles par mois en bail société, et ça coûtait infiniment moins cher que l'hôtel. Donc en fait, le concept Atome, c'est ça, c'est mettre à Ok. disposition des micro-logements à l'année pour des sociétés qui ont un peu de rotation, genre les boîtes de conseil, les restaurateurs, les agences de mannequins, au hasard, et les aider à organiser cette rotation sans payer 300 balles la nuit. Une première entreprise qui prend de lundi à mercredi, l'autre qui va faire le mercredi. Alors ça, c'est autre chose, c'est intéressant, c'est un autre format qu'on a avec nos copains de Welcome to the City, qui est une plateforme de location à temps partagé. Et donc ça, c'est au lieu de s'adresser à la société elle-même, on s'adresse à leurs salariés qui sont en navette, comme Arthur Rollin, le directeur de Mastéos. Maintenant, il vit à Annecy et il vient une fois par semaine Ok. à Paris. Il est navetteur et il y a 100 000 personnes qui bossent à Paris mais qui n'y vivent pas et qui vivent en dehors de l'Île-de-France et qui, à chaque fois qu'ils viennent faire du présentiel dans leur start-up, bookent l'hôtel ou vont Ouais, sur sur 2 Airbnb. jours. Et donc ces gens-là, on leur dit, écoutez, vous êtes là toutes les semaines, lundi, mardi, et vous avez qu'à prendre un bail d'1 an uniquement sur ces 2 jours. Ça s'appelle un bail civil fractionné. Il a l'avantage d'être juridiquement assez élégant parce que comme c'est une résidence secondaire, on n'a pas le plafonnement des loyers qui est réservé aux résidences principales et tout le monde y gagne. C'est-à-dire que avant, ils payaient 200 € la nuit ou 250. Maintenant, ils vont payer chez Atome 40 ou 50 la nuit. Donc, et puis nous, c'est super rentable parce que 50 la nuit, ça fait un peu entre 1000 et 1500 par mois selon les taux de remplissage. Mhm. Pour un bien qui nous a coûté 100 000 €, c'est une renta de malade. Donc tout le monde y gagne. Juridiquement, c'est assez solide. Ça permet d'éviter le plafonnement des loyers qui est pas gérable sur ces surfaces-là. Voilà. Et t'as entièrement raison, parce que je pense que ça va énormément se démocratiser déjà par la hausse du télétravail. Il y a de plus en plus de personnes qui vont bouger à des endroits. Je vais aller à Biarritz, je surfe le midi, et après je reviens travailler parfois sur Paris, etc. Et on a d'ailleurs une architecte qui fait ça, qui est partie travailler à Montpellier, et qui va revenir 2-3 jours par semaine à Paris, et elle a besoin d'avoir un pied à terre. C'est Et ça. en l'occurrence, c'est la problématique, parce qu'elle va pas louer un appartement à Paris pour qu'il soit vide 3 jours par semaine. Et donc, c'est typiquement... ce genre D'ailleurs, de elle solution. peut acheter un logement Atome, l'occuper 2 jours et le louer avec Welcome to City les autres jours. Mais en tout cas, C'est mieux, ça, au final. on participe à cette flexibilisation des modes de vie où on a envie d'aller vivre à Biarritz et de continuer à avoir un job qui paye vraiment, ce qui n'est pas le cas à Biarritz. Ça va être dur d'être consultant KPMG là-bas, C'est dur. mais tu préfères vivre là-bas. Donc on essaye aussi d'évangéliser sur un nouveau lifestyle et se dire, les gars, allez vous mettre au vert, allez vivre là où ça vous fait kiffer. Et quand vous venez bosser chez Blablacar à Bastille le lundi, mardi, mercredi, vous allez chez Atome, c'est 40 la nuit, on n'en parle plus. Et c'est les mêmes conditions qu'à l'hôtel. Donc c'est des pieds-à-terre de luxe pour les travailleurs nomades. Mhm. Voilà. D'accord. Et c'est Donc, qui ton associé? Désolé, moi- je t'ai coupé. mais- Ouais, non, mais je voulais dire, du coup, on est loin de cette idée marchand de sommeil Ouais. où on va faire vivre des étudiants à l'année. Nous, on pense que 9 mètres carrés, ce qui est notre surface moyenne, maximum et minimale, on fait quasiment que des 9 mètres carrés, c'est la taille légale. Ok. C'est pas fait pour y vivre, honnêtement. Même pour un étudiant, Ouais. quel que soit le loyer, en fait, c'est pas fait pour y vivre. C'est trop petit. C'est OK quand on l'utilise comme une chambre d'hôtel pour une nuit ou 2, même si c'est toutes les semaines. Mais donc, on ne loge pas des gens en résidence principale. On fait que de la résidence secondaire. Et mon associé, j'en ai
Pas vraiment, je l'ai créé. Personne voulait de moi post-Mastéos. Comment ça s'est Le passé? vilain C'est petit ça qui est canard. marrant, ouais. Ça s'est passé comment? Tu t'es posé, tu t'es dit bon tiens. Faut que je me relance. Faut- Je vais me refaire. faut que je me refasse. Je fais au lit. J'ai pas le choix. devant une Sur table. le 3 rouge, tac, et tu vas tourner là. J'avais pas Comment ça le s'est choix. En passé? plus, je suis pas un profil embauchable. Personne veut me Bah, prendre en quand salarié parce que entrepreneur, on ouais. sait très bien comment ça finit. Au bout de 3 mois, le mec a une nouvelle idée, il se T'as pas le casse. chômage. C'est vrai. J'ai pas de chômage, donc je devais vite rebondir. Je sais faire que de l'IMO et en plus le sujet m'intéressait. Et donc en associé, j'ai testé plusieurs formats et j'ai testé 2 associés, même Emeline, Ok. que tu as invité sur ce Ouais. podcast, a été mon associé. Et puis finalement, il y a eu les gens se sont agrégés au projet. Donc j'ai pas vraiment d'associé officiel, mais j'ai une équipe incroyable. Qui va mettre sa pierre. Ouais, j'ai mon architecte Jean-Christophe Ortlieb, j'ai mes 2 late founders Adrien L, Alexandre Kiman qui m'aident et c'est des rencontres. C'est comme le discours d'Edouard Baird dans Mission Cléopâtre. Je pensais à ça. Tout le monde Je pensais est- exactement à ça. Aujourd'hui, Quand il a commencé à dire des rencontres, je fais, il va Tu dis partir là-dedans. rencontre, ça part direct sur Edouard Baird, mais c'est exactement ça. Les gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne savais pas, où j'étais seul chez moi et voilà, je dis merci, je danse la vie. Ah ouais, tu connais bien en plus. Et du coup là, maintenant, tu préfères vraiment être solo ou enfin c'était quoi l'avantage et les inconvénients pour les potentielles personnes qui veulent entreprendre, le fait d'être seul et le fait d'être en duo par exemple ou avec Ou plusieurs trio. associés. Hein. Là, on est en trio. C'est mal reflété dans l'actionnariat, mais en vérité, Atom, c'est 3 personnes, Ok. dont 2 que j'ai rencontrés un peu tard, que j'essaye de réintégrer dans la cap table. Et trio, c'est peut-être un peu trop, mais au moins, dès qu'il y en a un qui part en vacances, la boîte, elle tourne, c'est Ouais. sûr. Et solo, c'est dur, faut être mentalement fort, parce Ok. que l'entrepreneuriat, c'est que des merdes. Et quand t'es tout seul à pleurer dans ton coin... Et tout le monde s'en fiche de tes problèmes parce que c'est que Ouais. les tiens. Alors quand on a un associé, c'est aussi ses problèmes, Mm. et donc ça permet d'alléger la charge. Et franchement, ça vaut. Tu sacrifies au moins la moitié de ta cap table, de tes parts, mais ça vaut le coup parce que mentalement, c'est quand même mieux d'être épaulé, quoi. Et là, c'est quoi l'objectif avec Atom, par exemple, sur cette année et les prochaines années? Tu dois vraiment sur le long terme avec Atom. C'est histoire de rebondir, pourquoi pas revendre et après aller sur d'autres produits, enfin d'autres entreprises. C'est quoi là ton objectif et ta vision? Bah, j'ai arrêté d'avoir des visions. Maintenant, je Ok. vis le moment présent. Action. J'ai YOLO. pas d'attente. Ouais. Bon, pas YOLO, mais en tout cas, j'ai pas d'attente particulière. Je veux juste faire le taf bien. À Paris. À Paris. Ouais, je fais que Paris. Que Paris. Ouais, Ok. c'est un anti-Mastéos. Je fais que et même Du local. le Paris à côté de chez moi. Je vais être Ok. vraiment expert absolu des produits que je travaille. Et c'est tellement lent l'immobilier quand Ah, ça oui. tu vois, les chantiers sont lents et tout. Donc là, on essaye d'en sortir une dizaine avant l'été, mais ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Puis 20 de plus à la fin de l'année. Voilà. Et puis ça prendra le temps que ça prendra. On verra si un jour ça devient une marque de micro-living reconnue. Tant mieux. Si je peux faire 2-3 sous pour me refaire d'ici 10 ans, tant mieux. Mais Et- c'est pas le but. En vrai, je m'amuse tellement maintenant Ouais. que tu vois, je suis sur le terrain. C'est le je retour suis du avec les plaisir, associés. quoi. Ouais, le plaisir Comme un avant footballeur qui dit le plus important pour moi c'est de prendre le plaisir. Toi c'est pareil, t'as envie de reprendre du tout. Mais plaisir. sans l'accent du Pardon. Sud. Et tes clients, excuse-moi, Vas-y, tes vas-y. clients, comment t'as pu trouver tes premiers clients? C'est principalement grâce au bouche à oreille, grâce à la communication, parce que après ce qui s'est passé, t'as certains clients qui peuvent être intéressés et qui peuvent se dire, bah il a su faire des erreurs et grâce à ça il va rebondir, et d'autres qui peuvent se dire, oula, après ce qui s'est passé à Mastéos, est-ce que je vais confier 200 000 euros à ce gars? Comment t'as réussi à créer de la confiance suffisamment pour que ils te suivent dans ce nouveau projet, ces clients? Alors, la confiance, ça va à peu près. Enfin, je veux dire, je suis pas connu au point où n'importe qui à qui je parle se met à trembler parce que j'ai fait faillite. Mais non, j'ai pas de problème de confiance. J'ai eu 2-3 désagréments, par exemple, des banques, elles me blacklistent un peu, donc Ok. bon, ça c'est relou. Mais les clients, non, ça va, ils sont Ça, contents c'est de me top. parler, ils reconnaissent l'expertise. En revanche, je n'ai pas de clients parce que pour une raison simple, c'est que le marché est dead. Ouais. Donc quand je te dis que j'en ai fait 10 en 18 mois, c'est quand même pas brillant. Et quand je me suis lancé dans ce truc, alors je trouve que le potentiel est incroyable, mes produits, je les Clairement. adore et je vais te montrer l'évolution du business model. Mais quand je me suis lancé dedans, je me suis dit c'est presque trop beau pour être vrai. Et les auditeurs vont se dire la même chose, mais c'est pas pour autant qu'ils vont transacter. Parce que là, on parle d'un produit qui coûte moins de 100 000 euros. Donc, c'est-à-dire que c'est à peu près à la portée de tout le monde qui a vaguement un emploi ou 2 ans de bilan, quoi. Parce que 100 000 euros, vraiment, t'es au SMIC, tu peux l'acheter. Ouais, J'ai avec des- un CDI à 1300, tu et lèves même 100 sans 000. CDI, moi j'ai des chauffeurs Uber qui sont à 1700 par mois, ils arrivent à se financer. C'est beau. Donc c'est pas stressant. T'es en plein Paris, donc c'est le kiff, quoi. T'es pas sur l'immeuble de rapport à Bourg-en-Bresse à la Mastéos, c'est vraiment là, t'es en plein Paris. Le truc est super rentable. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu peux demander de plus? C'est le produit le plus parfait qui soit
possible d'imaginer. Et c'est pour ça que post-Mastéos, je me suis dit, j'en parlais avec notre concurrent, le patron de Beanstalk, qui m'a dit, ouais, franchement, si c'est pour vendre à quelqu'un de ma famille, je lui conseillerais que du micro-logement à Paris parce que c'est 6-7% de renta, pas cher, pas risqué, pas de problème, bon locataire, immeuble haussmannien. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre de la vie, quoi. Et malgré tout, j'ai l'impression que je propose des produits incroyablement sexy et j'ai personne qui transacte. Alors, je pense que c'est pas moi qui suis particulièrement nul, c'est que le marché est vraiment dead. Je connais bien ce marché. Maintenant, je suis pote avec tous les gens qui avaient des concurrents de Mastéos qui me disent on a divisé les ventes par 10, quoi. Et c'est dur pour tout le monde. Et en fait, parfois, je m'amuse dans mes groupes WhatsApp où j'ai quelques clients à poster, je l'ai fait une fois pour rigoler, à poster des biens qui sont vraiment improbables. Tu vois, un prix débile, un emplacement incroyable et tout, pour voir si ça réagit. Les gens ne réagissent pas, tu vois. Je peux rien faire, les gars. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un mouvement assez moutonnier comme en bourse ou comme dans le Bitcoin. Quand ça monte et que c'est très cher, tout le monde achète, comme il y a 4 ans. Mais en revanche, quand c'est pas cher, super rentable, il y a personne, quoi. Et il faut être contrarien dans la vie, contrarian en anglais, moi qui étais ancien trader, c'est y aller quand les autres partent, quoi. C'est là où tu fais des bonnes affaires. Moi, je suis tout seul aux visites et je sais, mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Là, j'étais en retard. Qu'est-ce que je faisais? Je négociais un 9 mètres carrés rue Ramet, magnifique, vraie toilette, 6e sans ascenseur, mais ça va, c'est pas non plus le 9e, c'est 6e sans ascenseur, vraie toilette, vue incroyable, collé à Montmartre, 60 000 €. Putain. Je suis seul à la visite. Non. Où vous êtes, les gars? J'étais au sport ce matin. Il y a personne au sport. Il y a personne aux visites. 60 000 €. Non, mais merde, quoi. Et donc, je me demande ce que foutent les gens. Et donc, voilà. Que t'as trouvé comment? Parce que... Bon, je sais pas, son ça, associé. Petite annonce. Alors, de temps en temps. Putain, c'est pas cher. Parce que c'est... Alors, oui, ça fait partie des. Mais tu vois, si je te le fais visiter, tu vas dire, ah ouais, mais les parties communes, elles sont dégueu. Oui, mais elles sont en train d'être faites. Ouais, mais j'arrive pas à me projeter. Il fait pas 9 piles, il fait 8,8 et donc est-ce que je vais gratter suffisamment? Moi d'expérience je sais, il y a une couche comme ça de merde, je sais que je vais récupérer le manquant. Oui, mais 6e sans ascenseur, c'est dur. Et puis c'est le 18e. Je fais oui, enfin c'est le 18e Montmartre, c'est pas le 18e colline du Crac, c'est Montmartre. Ouais, mais et tu vois, et les gens comme ils ont qu'une cartouche, ils veulent le bien parfait et ils veulent pas avoir l'inconfort. Et sur les travaux, je vais perdre 4 mètres carrés si je fais une isolation par l'intérieur. Non, on a des isolants assez fins, t'inquiète, ça va bien se passer. Voilà. Et c'est vrai que l'avantage des petites surfaces quand tu as des travaux de copropriété, c'est que tu as une petite quote-part. Et les gens, souvent, ils sont ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as 1 millième de... Je sais pas, j'invente. En général, c'est 5 millièmes. 5 millièmes. Si il y a ils refont la façade, t'en as pour 500 balles. C'est ça. Mais les gens, ils le savent pas, en fait. Ils comprennent pas. Ils disent, ah ouais, mais il y a pour 100 000 € de travaux. Ouais, c'est ça. Mais ça va rien te coûter. Et à l'inverse, ça va te faire grimper le prix de ton bien. Bien sûr. C'est le cas, là, dans l'immeuble que je visitais. En fait, ils refaisaient le sol. Et donc, effectivement, tu te penches et tu vois l'étage du dessous. Donc, ça fait peur. Mon gars, faut te projeter. Ça a été voté. Les travaux sont en cours, tu vois. Et à un moment donné, il faut apporter une valeur à un bien parce que si c'est déjà tout clean, tout propre, forcément, le marché, il n'y aura pas beaucoup de renta. Ouais. On n'a rien sans rien. Plus ça, t'avais des vraies toilettes d'office. C'est beau. Donc, donc voilà, je suis un peu déçu des investisseurs qui achetaient 200 biens par mois, chez Mastéos. 200 biens par mois, tu te rappelles. C'est énorme. Vers mi-2022, 200 ventes par mois. Et, parfois avec des rentas qui n'étaient pas non plus... avec des rentas basses, des prix très élevés. Et aujourd'hui que les rentas sont très basses, parce que très hautes, puisque les prix ont beaucoup baissé en plein Paris, il n'y a plus personne. Ça, c'est vrai. Et c'est quoi ton business model Alors justement, comme il y a personne en B2C, donc des investisseurs particuliers, alors si vous m'écoutez, écrivez-moi sur LinkedIn et je vous accompagnerai avec plaisir, si vous êtes des particuliers. Mais comme il n'y en a pas beaucoup de nos jours, j'ai basculé en B2B. Je me suis associé avec un copain qui a fondé Baltis, qui est une plateforme de crowdfunding, qui a été rachetée par Magellan. Donc je suis adossé à une foncière avec l'agrément AMF et Baltis est mon premier client institutionnel. Et donc, c'est Baltis finalement qui lève des fonds et achète à Atome des micro-logements pour constituer une foncière type SCPI. Tu t'es fait un sacré réseau parce qu'on sait que dans l'immobilier, le réseau, c'est le nerf de la guerre. Quel conseil tu peux donner à un jeune là qui a envie de se créer un réseau sur Paris? Quand tu t'es créé un réseau, toi, petit à petit? Alors, il y a le réseau qui se crée facilement. Quand tu lèves 65 millions, ça attire l'attention. Et donc, BFM et compagnie, donc c'est plus facile. Mais en fait, le réseau au niveau IMO, tu vois, l'expérience Atome, c'est très impressionnant.
de voir à quel point, quand tu te spécialises sur une niche, le réseau, il se fait lui-même. Moi, les marchands de biens, j'ai toujours été jaloux des marchands de biens qui te trouvent des affaires, tu sais pas d'où ça sort. Tu sais, t'es à 10 000 du mètre, tu dis, oh non, moi, je viens d'acheter à 5. T'as envie de le tuer, tu dis, mais comment t'as fait? Le réseau, oui, mais le réseau, ça veut tout rien dire, en fait. C'est quoi ça? Et je suis sur ce logis non-stop, je les vois pas passer les biens. Non, mais c'est mon réseau. En fait, j'ai compris au bout de 18 mois. Moi, ça fait 18 mois que je fais les mêmes biens dans les mêmes quartiers. Je fais du 9 mètres carrés dans tels arrondissements. Et à la fin, tout le monde le sait. Et donc, les agents, ils ont tendance au fur et à mesure, surtout si tu as fait une ou deux transactions qui sont bien passées, à te shooter à toi avant de mettre en ligne. Et en général, c'est un prix que tu peux négocier à la baisse. Parce que le mec, il a la flemme de s'envoyer une annonce sur une chambre de bonne où tu vas avoir tous les clochards de Paris qui vont booker des visites. Et tu as 6 étages à monter à chaque fois. Donc, ils préfèrent te le vendre moins cher à toi. Voilà. Après, le réseau... Moi, ce que je trouve très impressionnant sur Atome, c'est les AG. C'est-à-dire qu'on a acheté un truc à 60 000 balles dans un immeuble. Premier AG, tu rencontres tout le monde. Assemblée générale, pour ceux qui connaissent pas. Et les mecs, ils disent ah, vous avez acheté ça, mais moi, je le vends, mais je savais même pas que c'était possible de vendre ça. C'est de la merde. Non, bon, c'est pas tant de la merde. Vous vendez comment? Je sais pas. Ça vaut quoi? 40 000? Ah, ok. On se fait un café la semaine prochaine. Et les assemblées générales, c'est maintenant notre principal vecteur de sourcing. Après, tu as les administrateurs judiciaires, les études notariales, mais tu vois, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin d'avoir une tchatch incroyable. C'est juste, tu te spécialises, tu le fais savoir, tu fais rien d'autre. C'est-à-dire que moi, si on me propose plus de 14 mètres carrés, maintenant plus de 10, honnêtement, j'y touche même pas. Non, parce que je tiens ma réputation. Je suis expert de 9, 10, peut-être 11. Et tout ce qui est, même si c'est le deal du ciel, je prends pas au-dessus, quoi. Et donc, les gens, maintenant dès que quelqu'un a 9, 10, 11 à Paris et qui a vaguement ouvert LinkedIn un jour, il sait qu'il faut me l'envoyer, quoi. Et j'en reçois. Et c'est quoi le profil moyen du vendeur? Est-ce que c'est des vieux rentiers, c'est des familles où il y a eu des problèmes? C'est quoi le profil moyen du vendeur si tu as un retour là-dessus? Il y a le marché 16e et 17e qui est un marché à part où les chambres de bonne sont affectées à des apparts. Donc, c'est les gens qui avaient acheté l'appart et qui l'ont en bonus mais qui s'en servent pas. Et après, tu as le reste des arrondissements. Profil hyper varié. C'est tellement varié que je peux pas te faire un portrait robot. Ouais, ça varie. Mais ça me fait basculer sur une autre technique que j'ai découvert récemment. Parfois, ils te vendent des moins de 9 mètres carrés pas cher. Parce que c'est pas louable. Tu ne peux pas le louer. Oui. Bon, alors, quand c'est 8,8, tu peux gratter, mais quand c'est 8, tu peux pas. Ou 7. Et là, j'ai acheté Place Saint-Georges, un 7 mètres carrés. Place Saint-Georges. Magnifique, hein. Ouais. Attends, c'est un 7 mètres carrés. 7 mètres carrés. Et donc, tu te dis, qu'est-ce que je vais en faire, et donc, je l'ai acheté 35 000 euros. Donc, je me suis dit, c'est un bon prix, mais je peux rien en faire. Et après, je suis allé, avec mes associés, on a frappé à la porte du voisin. Non. Et lui-même avait un 7 mètres carrés qui n'a aucune valeur, littéralement. Et donc, on lui a dit, bon, ça n'a pas de valeur, je vais vous en débarrasser, ça vous fera 40 000 balles gratos, vous pourrez vous acheter une Porsche. Et il a dit, ah, ok, trop bien. Il pensait vraiment que j'étais débile de lui racheter son truc de 7 mètres carrés qui n'a aucune valeur. Mais du coup, moi, j'ai 2 7 mètres carrés, donc ça y est, j'ai mon 14. Wow, parfait. Attends, c'est risqué, hein, parce que le voisin. C'est ultra risqué, mais ultra bien à faire. Parfait. Ouais, donc tu casses le mur, tu demandes à l'AG. Voilà. Donc là, Et il y a des arrondissements qui sont un peu plus prisés pour toi, où tu te dis vraiment, tu as envie d'avoir. Enfin, les chambres de bonne là-bas, les gens ils vont un petit peu plus, ou d'autres où les personnes sont un peu plus frileuses, ou. Ça dépend de ta cible. C'est toujours bien d'être dans des arrondissements un peu sexy. Après, sur les chambres de bonne, Peut-être clientèle aussi expat, qui veut aller dans les quartiers un peu plus 7e, 6e. Non, mais je sais que ça va se louer plus facilement. Vraiment. Ouais, mais moi, je loue à des travailleurs nomades, donc c'est un peu particulier parce qu'ils ont besoin d'être proches des boîtes. Les boîtes, maintenant, elles se sont excentrées. Donc parfois, tu as des quartiers qui sont pas sexy en théorie, mais comme elles sont proches de L'Oréal et compagnie, j'ai plus de clients locataires là-bas, alors que c'est pas un quartier très prisé. Mais 18e, proche des boîtes de nuit, par contre. 18e, je loue bien, alors que c'est pas très sexy. Plus t'es dans le centre, j'ai fait beaucoup de très très belles affaires dans le centre, alors que je suis pas censé en faire, mais en revanche, elles se font au prix d'une prise de risque technique. C'est-à-dire donc, typiquement, tu as spoté la colonne, elle est en face, mais du coup, il va falloir que tu fasses une saillie dans le parquet, c'est chaud. Demander une autorisation. Demander une autorisation avant, après, peu importe. AG ou AG exceptionnel. Je la vois, je sais que je peux m'y raccorder. Il suffit de tendre le bras et je la touche, cette fucking colonne. Mais le prix du bien, du coup, t'es dans le centre, mais t'es hyper décoté parce que t'as pas les toilettes. Et tu te dis, j'achète et je me démerderai avec les meilleurs plombiers possibles pour me raccorder à ce truc-là. Et ça demande à chaque fois cette prise de risque où je vais gratter, je vais racheter le débarras à côté parce que je suis un peu en dessous de neuf. Et voilà. Donc ça, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
ou alors la vue est pas ouf. Tu vois, tu te prends un méchant vis-à-vis, mais en même temps, t'es dans l'ultra-centre. Bon, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Vous êtes bien accueillis par les âgés, parce que les âgés, parfois, typiquement, je vais te sortir un exemple, à Nation, ma mère est kinésithérapeute, et t'as plein de vieux rentiers qui ont plein d'appartements, etc. Et ma mère avait une patiente qui habitait au 5e étage, et au-dessus, il y avait une chambre de bonne où il y avait de l'eau qui fuyait tout le temps. Elle s'est dit, j'achète la chambre de bonne directement, comme ça, plus de problème de dégâts des eaux. Comment ça se passe, toi, en règle générale, avec les types de vendeurs t'as quelle problématique, par exemple, avec les personnes, ce qu'ils veulent vendre, etc. Bah, nous, on arrive avec une démarche où on va vraiment rénover le bien de manière spectaculaire. Je te donne mon prix au mètre carré travaux, tu vas faire un arrêt cardiaque. Attention. Merci. Là, rue Saint-Claude, on est à 5000 du mètre en travaux sur 9 mètres carrés. Hein. Après, c'est Mais c'est optimisé de ultra chez luxe. optimisé. Là, c'est pas juste optimisé, c'est ultra luxe. Ah bah oui. C'est vraiment. C'est-à-dire luxe, parce que ça veut tout et rien dire maintenant. Alors- Mais qu'est-ce que vous faites de plus pour que ça soit considéré Bah, comme du luxe? honnêtement, tu le mets, Matériaux nobles, tu le mets au Ritz, tu vois pas la différence. Non, vraiment, c'est tous les matériaux sont ultra quali. Alors, le terrazzo, je vous ai donné mon petit secret, donc on n'en parlera pas. Mais oui, la salle de bain, elle est en terrazzo et je l'ai eu à un prix moins élevé, mais c'est quand même du terrazzo. Rose, en plus, j'ai les toilettes trône. Ma cuisine, elle est revêtue de miroirs versaillais pour un effet visuel incroyable. J'ai des corniches avec des LED, mais pas de la LED de tuning de voiture, de la LED super quali. Tous mes meubles sont sur mesure avec du bois très précieux. T'as l'impression, il y a la clim, il y a tout l'électroménager. Oui, parce que j'ai pas dit, on a enfin réussi à tout faire rentrer dans 9 mètres carrés. Donc maintenant, nous, on a une charte architecturale, on arrive à faire lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, frigo, congélo, plaque chauffante, four à micro-ondes. Dans 9 mètres carrés. Ouais, lit de place, bureau, salle de bain complète. Enfin, on a réussi à te faire rentrer. Au début, on galérait à le faire sur 15. Après, Ouais. tu sais, c'est ce qu'on appelle la micro-architecture. Il y a plein d'architectes spécialisés là-dedans. J'ai vu les mecs de l'Orient Express qui font les wagons. Tiens. J'ai vu, là, mon archi actuel, il fait de la chambre de yacht à la base. Hein. Il fait de la cabine de Incroyable. yacht. Donc, il adore faire Tout doit de être optimisé. l'ultra luxe dans de l'ultra compact. On a Mais un, c'est l'intérieur d'avion. Enfin, donc c'est vraiment Exact, les mêmes, aussi, tous les gens des tiny house. Il y a une sous-expertise en architecture qui est la micro-architecture où les gens arrivent à faire des choses spectaculaires dans le sens où ils arrivent à faire entrer tout ce qu'il y a dans ton appart, mais dans 9 mètres. Et pour la petite histoire, c'est pour l'anecdote, on a testé jusqu'où on pouvait aller. Et on peut aller au sol, hein, 6,5 mètres carrés. On fait tout rentrer dans 6,5 mètres carrés. Putain, ça donne envie d'aller sur place pour voir. Ouais, bah, je te ouais. montrerai des photos. Après, tu vois, une technique pour faire entrer tout l'électroménager en 6,5 mètres carrés, ton lit va être surélevé et tu vas mettre l'électroménager sous le lit. Donc, c'est-à-dire que mon lave-linge, il est sous le lit. C'est un lit coffre, comme un lit coffre, mais assez surélevé pour que tu places tout en dessous. Et, le bureau, évidemment, il va être pliable. Bon, ça, c'est con, hein. Après, t'as quoi? C'est vrai, ça. T'es allé en Asie un peu pour quand même voir. Non, j'ai vécu à Hong Kong, mais c'est pas ça qui m'a inspiré. C'est vrai que les Tokyoïtes, ils sont très forts sur les capsules. Ah ouais. On a lu 2-3 bouquins là-dessus. En tout cas, c'est très marrant. Et à un certain moment, c'est tellement petit que ça devient quelque chose de recherché en tant que tel. Oui, c'est bizarre à dire. C'est-à-dire Une que, sorte d'expérience. exactement. C'est-à-dire que oui. si t'es sur 15 mètres carrés, c'est petit, c'est chiant. Mais quand t'es sur du neuf ultra optimisé, c'est expérientiel. Donc le petit est en soi un truc recherché, quoi, parce que c'est rigolo. Tu vois. Ouais. Et tu te fais pas insulter par les gens qui doivent dire bah tiens c'est une cage à lapin Si. le mec enfin tu vois parce que Si. dès que tu touches tu dis petite surface c'est comme l'a dit Mathieu tout à l'heure marchand de sommeil etc. C'est comme si je brûlais au lance-flamme des enfants qui sortent de maternelle. Non mais vraiment. Et c'est d'ailleurs ça qui me préserve beaucoup de la compétition. J'ai zéro concurrent parce que c'est comme s'attaquer au marché de la prostitution ou du cannabis. C'est tellement mal vu d'effleurer ce monde des chambres de bonne parce que t'es tout de suite tagué marchand de sommeil, quelles que soient tes intentions, que ça me préserve de la concurrence. Et donc oui, il y a un peu d'évangélisation à faire en disant mieux vaut louer à des travailleurs nomades des biens super bien rénovés plutôt que laisser 1 million de mètres carrés à l'abandon en plein Paris. C'est con, hein. C'est comme le plafonnement des loyers, c'est part d'une très très bonne intention et mon cœur est à gauche, quoi qu'on en pense, mais malheureusement ça a l'effet inverse puisque quand on plafonne trop les loyers, les gens arrêtent de louer parce que c'est pas rentable, du coup les étudiants ils ont plus nulle part où se loger. Et pareil, si on dit les chambres de bonne c'est du caca, faut pas y toucher parce que c'est trop petit et c'est pas bien de faire vivre les gens dans trop petit, même si c'est temporaire. Et du coup, tu as 1 million de mètres carrés à l'abandon et c'est marché au noir, il n'y a pas de rénovation parce que c'est pas rentable, donc tu as des dealers et des prostituées et l'insalubrité nourrit l'insalubrité. Voilà, j'essaye modestement de trouver cette méthode-là. La mairie n'est pas encore très réceptive. Moi, j'essaye de leur dire, il suffirait que vous abaissiez de 0,5 mètres carrés les normes pour libérer
20 000 logements d'un coup. Bah oui. Tant que vous mettez des critères de rénovation qui sont au niveau d'Atome, ça fait le taf et on le réserve à des gens qui sont là de passage, pas des voilà, mais ça désengorge un peu le marché. Mais c'est vrai que c'est mal vu du public. Tu m'étonnes. Et Paris, ça a été donc un choix qui est peut-être venu aussi de Mastéos et du fait d'avoir voulu être présent partout dans toutes les grandes villes, etc. Où tu te dis que là, cette fois-ci, tu vas être un expert juste de l'univers parisien et le fait de pouvoir bien maîtriser, que tu sois proche de toi, etc. Ou tu as pensé aussi à d'autres grandes villes, peut-être, t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais je sais pas, ça pourrait être même du Bordeaux ou d'autres endroits. Du Lyon, du Marseille. Du Marseille. Paris, et grâce au baron Haussmann, ou à cause du baron Haussmann, a généré plus de micro-logements que n'importe quelle autre ville dans le monde. On est la capitale du micro-logement. Intéressant. De la chambre de bonne si on veut, et il y en a 150 000, hein. J'arrondis, je crois que c'est 140 et quelques. Donc Paris en tant que tel, c'est un marché à 10-15 milliards d'euros, donc tu peux créer une licorne uniquement en faisant du Paris. J'ai pas pour intention de créer une licorne, mais ce que je veux dire, c'est que si tu fais du micro-logement, Paris is the place to be, et surtout tu as des locataires, c'est une grande place qui accueille des travailleurs nomades en quantité phénoménale, donc c'est parfait pour louer ça à notre cible. Ok. Et si jamais, désolé, je te coupe, mais et si jamais quelqu'un vient là et te propose 60 millions pour développer Atome dans le monde, tu dis quoi? Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais non, mais est-ce qu'en gros tu vas repartir sur un schéma? Non, en vrai, non. levée de Mais fonds je vois hyper croissance, ou est-ce que tu veux y aller un peu étape par étape, step by Doucement, step, mais sûrement. et tu viens de t'alever un petit peu? ouais. Non, mais t'as raison de poser la question. Je fais pas d'hypercroissance sur. Je pense pas que ça soit très applicable à l'immobilier. Ok. Tu sais, on évolue dans le secteur de la PropTech. En PropTech, tu as prop, qui veut dire property, c'est l'immobilier, terrain, et t'as la tech, et la tech, c'est les trucs VC, c'est Airbnb et tout, mais quand tu fais les deux à la fois, comme chez Mastéos, où t'as 30 codeurs et 150 artisans, en fait, tu fais un grand écart entre deux univers qui ne devraient pas communiquer, et donc tu lèves des fonds pour la tech, mais en même temps, t'as des chantiers à finir en temps et en heure, et donc je pense qu'il faut choisir son camp. Donc quand on fait de la PropTech, on fait soit de la tech, soit de la prop, mais pas les deux à la fois. Moi, je fais de la prop, donc ça va moins vite, mais on n'est pas pressé, quoi. Ouais. Et à titre perso, tu as investi dans l'immobilier parce que tu as fait investir plein de clients dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, de tes investissements ou de ce que tu as fait en immobilier aussi? Ouais, et c'est intéressant parce que c'est ce qu'il faut pas faire. Donc quand j'ai commencé, j'étais comme tout primo-investisseur attiré par les sirènes du rendement. Et donc tu fais, premier réflexe, c'est dire IDR. Je vais lire, IDR, parce que j'ai vu sur Instagram que ça avait l'air bien, et j'ai lu dans Le Point, le classement des villes les plus rentables, Saint-Étienne numéro 1 ou Roubaix numéro 2. Roubaix. Donc bam, je vais à Roubaix. L'Eldorado. Je vais à Roubaix, l'immeuble il est à 100 000 euros, il y a 4 appartes, sur mon Excel ça fait du 15% brut, donc voilà, donc j'ai commencé par investir à Roubaix. Qui sur le papier? Sur le papier, oui, c'est 15% très bien. de rentabilité. Oui. Mais surtout, Mais t'es plein de merde. et puis Roubaix, c'est très bien. Non, mais des merdes, tu peux pas imaginer. J'ai fait des podcasts dédiés aux merdes. T'as eu quoi Bon, on va pas retourner là. Alors, mais si tu veux, je merde peux te montrer. Si tu tapes dans mes SMS, alors on va taper Brigade des Stupes. Ah, Je me suis fait convoquer par la Brigade des Stupes à Roubaix. Bonjour Monsieur Vignal, c'est la Brigade des Stupéfiants de Roubaix qui vous contacte au sujet d'un bien que vous louez au 73 rue Voltaire à Roubaix. Pourriez-vous nous joindre assez rapidement sur ce numéro? Bien à vous, Monsieur Grard. Et donc quand tu reçois ce genre de SMS en les vacances, 15% brut là, en fait, c'est simple, Ouais. c'est simple, c'est tes locataires qui ont mis des kilos de coke au rez-de-chaussée et donc forcément t'es impliqué dans le truc puisque tu loues à ces gens-là. Alors il s'avère que ces gens-là squattent, ne payent pas, enfin bon, c'est un truc classique quoi que t'as. Alors Roubaix, il y a des endroits très bien pour investir, mais quand t'es le Parisien qui connaît rien, et tu vas dans la première rue la moins chère et forcément c'est celle dans laquelle faut pas aller. Donc moi c'est un peu cette histoire-là, c'est commencer par des biens très rentables sur le papier, mais avec une sinistralité locative sans nom. Et finalement, je me suis rabattu vers du low yield, donc des trucs patrimoniaux pas rentables. Et morale de l'histoire, j'ai gagné beaucoup plus d'argent. J'en ai pas gagné beaucoup, mais comparativement, j'ai fait de l'argent sur les biens peu rentables. Donc j'étais sur le vieux port de Marseille, je l'ai acheté très cher. Et en fait, j'ai généré de la plus-value parce que c'est le vieux port qui a eu la mode de Marseille. Et finalement, mes locataires, ils me payaient toujours plus que ce qu'il y avait dans mon business plan. Et à Roubaix, l'inverse. J'ai jamais reçu un loyer en 3 ans. Sur les 4 apparts, il n'y en a pas un qui m'a payé. Et donc, en fait, moi, ce que je prône, c'est l'investissement patrimonial. C'est plutôt faire... si tu as le choix entre Paris et Roubaix, privilégie le patrimonial d'abord. Parce que, en fait, ça bat le BP.
En fait, ça converge. C'est ce que me disait le patron d'Orpi à Toulouse. Il me disait, moi, j'ai des clients qui font du haut rendement. Ils se retrouvent en banlieue de Toulouse. Ils touchent un loyer sur 2. Et j'ai des clients qui font du patrimonial et qui sont dans l'ultra-centre et qui ont des bonnes surprises, tu vois. Et à la fin, les deux rendements se rejoignent. C'est-à-dire que mes clients, au bout de 5-10 ans, ils gagnent la même chose tous les deux. Un, parce que les loyers et les prix ont augmenté dans l'ultra-centre. Et l'autre, parce qu'il s'est pris que des sinistres. Et du coup, à la fin, ils gagnent la même chose. Que tu achètes un truc à 4, un truc à 12%, à la fin, tu finis à 5. Et tu achètes de la tranquillité parce que là, 15%, mais si tu reçois des messages comme ça, quand tu investis dans l'immobilier... 15% théorique, mais 0% pratique. Oui. Et en plus, l'énergie, les meurtres, les impayés, les squats, les dégradations, l'incendie. Ça, je me souviens. Je me suis réveillé. C'était Mon passé immeuble, il y a un locataire foufou qui a mis le feu à l'immeuble. Donc voilà. Comme ça. Ouais. Et donc, je me réveille comme ça un matin avec mon immeuble Faut qui a avoir une brûlé. bonne assurance, là. Ouais, puis l'assurance, elle te rembourse pas parce qu'il manquait l'extincteur au 3e étage aux dernières normes et t'avais pas le truc incendie à la norme ISO, je sais pas quoi, donc l'assurance, elle dit va chier. Donc non, c'est terrible. Et t'en avais beaucoup qui cherchaient du cash flow, qui cherchent la renta à tout prix, etc. Parfois, tu leur proposais même des biens à 10, ils étaient non, moi j'ai tout le temps du 15, je veux du 15. Ouais. Mais vraiment, j'ai halluciné. Ils ont été matrixés par les Les vendeurs réseaux sociaux de formation. Ouais. Et c'est dommage parce qu'en fait, ceux qui gagnent le plus d'argent, ils sont sur du patrimonial en fait. Paris. Les immeubles de rapport à Béziers, les immeubles de rapport à Saint-Etienne, les immeubles de rapport à Roubaix, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. Quand t'es en immeuble de rapport à Béziers, que t'as un sujet, il faut aller sur place, tu t'envoies 300 € de frais SNCF, Get Around et tout, et t'as tué un mois de loyer juste pour vérifier. En fait, à chaque fois que tu bouges le petit doigt, ce qui arrive tous les mois, juste bouger le petit doigt, t'as un mois de loyer qui part. Parce que les loyers sont tellement bas. Tu dois changer la plaque chauffante à Saint-Etienne. Je sais pas, t'en as pour 300 balles, ça tombe bien, c'est le loyer. Donc en fait, ton loyer, il s'envole tous les mois parce que t'as un petit truc à faire. Alors que sur une petite surface, un 15 mètres carrés, à Paris, t'as un petit truc à faire de temps en temps, mais ça t'explose pas la totalité de ton loyer. Ouais, et à Paris, tu vois, le marché de la petite surface, il est un peu plus cher que le marché normal, donc le mètre carré se négocie à 12-13, quoi. Et tu vois, t'as de quoi faire des travaux, t'as de quoi faire l'entretien, tu vois, t'amortis bien avec le prix du foncier qui est si élevé. Et t'as tout externalisé en termes de toute la partie travaux, tout ce qui est lié à Atome, c'est que du freelance et tout externalisé ou... Il y a externalisé, ma relation contractuelle, c'est du freelance, mais c'est mon archi et ses gars, tu vois, c'est des teams qui sont tout le temps les mêmes. Mais oui, c'est pas du CDI. Chez Mastéos, on a fait l'erreur à un moment d'embaucher 100 artisans en CDI. C'était une mauvaise idée. C'était un argument, par contre, commercial qui était... sur le papier. Franchement, c'est incroyable. Parce que tu dis que tu as internalisé cette partie-là, ça rassure forcément. Mais sauf qu'un artisan en CDI, il arrête de travailler. C'est automatique. Vraiment, là, il est rentier. C'est un vrai rentier. À 16h, il est... Non, mais un jour sur deux, il est qu'à contact. Non, mais je ferais pareil à leur place. C'est un métier dur. Tu te casses le dos. Et j'avais une autre question. Pourquoi le Marais quand moi je suis arrivé dans les locaux incroyables, c'était incroyable. C'est les plus beaux bureaux. J'ai pu faire plein de boîtes et tout, et là franchement c'était les plus beaux que j'ai pu voir. Pourquoi c'est venu sur la table, vous vous êtes dit Marais ça peut être pas mal, sympa. Ça faisait partie du. En fait, on avait tellement levé que tout devenait n'importe quoi et on s'est dit on dépense tellement d'argent en marketing. À la fin, le bureau était tellement beau que ça faisait parler de nous. On a reçu le ministre du logement au bureau. Il y a M6 qui est venu un nombre de fois incalculable. J'avais vu un reportage M6, je me souviens. Et donc, en fait, les crêtes... Et en fait, le bureau, c'était un budget marketing à la fin, tellement c'était magnifique, quoi. C'est ouf. Mais c'est une erreur, faut pas faire ça. C'est vrai que c'est le piège parfois pour certaines entreprises parce que c'est bien de dire j'ai des bureaux, je paye, je sais pas, 2500, il y a tout le monde qui est au même endroit. 100 000 par an. J'invente Et c'est vrai que parfois c'est bien niveau égo. Mais si au final, dans ta trésor, ça fait un trou et qu'au final, tu t'y retrouves pas, c'est vrai qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus notre génération. Typiquement, il y a des boîtes comme Blast, comme la Kudak, la boîte de Théo Lyon, qui ont arrêté d'avoir des bureaux. Pour moi, j'ai pas de bureau sur Atom. Ouais, parce qu'au final, tout le monde aujourd'hui préfère soit avoir du télétravail, soit aller dans les endroits où ils veulent bosser. Et l'argent des bureaux, le mettre dans des événements pour justement créer vraiment de la cohésion plutôt que le faire dans les bureaux. Toi, t'en penses quoi de ce nouveau modèle ? Du coup, j'ai pas de bureau et je pense que ça sert pas à grand chose. En tout cas, nous, c'est un métier de terrain, donc on se retrouve en visite, quoi. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi.
Et par rapport à aussi ta vie de famille, etc., ça s'est passé comment à partir du moment où Mal. Très t'as réussi mal. à quand même à gérer le changement? Bah là, t'as rebondi en soi, donc Bon, c'est pas finalement, bravo. encore fait, hein, mais- mais oui, ça c'est. Oh, mais t'as un projet déjà, et il y a plein de gens parfois qui auraient pu rester dans leur canapé et dire ouais, je vais faire ci, c'est à cause des taux, c'est à cause. Alors que toi, tu t'es responsabilisé, tu dis ok, je vais me bouger mes fesses. Bah, c'est surtout j'avais faim, il fallait me nourrir, donc il y a aussi, j'étais forcé, mais bon, peu importe. Ouais, non, ça s'est mal passé familialement. Enfin, ça s'est mal passé. Je suis toujours avec ma femme, j'ai toujours 2 enfants, mais c'était très dur, quoi. Parce que j'ai pas ramené d'argent, enfin, j'ai pas touché d'argent en 18 mois, je suis pas un centime. Donc ma femme qui me porte avec les enfants, tout, je devais gratter 1 000 euros par-ci, 1 000 euros à ma sœur, 1 000 euros à mon père pour tenir, pour essayer de. Tu sais, en anglais, on dit keep up with the Joneses, ça veut dire pour aussi maintenir ma vie sociale, quoi. S'ils Ouais. vont au resto et que le resto coûte cher, je peux pas dire non, je suis un clochard et perdre tous mes potes, tu vois. Donc, Je prends qu'une entrée. ouais, c'est ça. Donc j'ai gratté, et puis voilà. Hein. Et la relation avec les concurrents aussi, c'était assez Bonne question. sain, c'était parce que Elle s'est améliorée. elle s'est améliorée parce que Ouais. en soi, dans un marché qui est quand même assez concurrentiel de l'investissement locatif, est-ce que c'était une concurrence saine où vous partagez quand même certains aspects, certaines idées, vous faisiez quand même des points, etc. pour que vous puissiez avancer ensemble, ou c'était vraiment Parce qu'il y en avait beaucoup. se Hein. tirer un peu dans Non, les non, pattes on était très, très ennemis avec nos concurrents à l'époque. Ok. C'était marrant d'ailleurs, hein, c'était de bonne guerre, mais tu vois, bivouac, Investissement locatif, on était en procès contre eux, Beanstalk, on se faisait la guerre sur les réseaux. Il y en a et tout. tellement maintenant, c'est Ouais. impressionnant. Mais c'était surtout ces trois-là. Enfin, c'était Ouais. Mastéos, investissement locatif, Beanstalk, bivouac. Ouais, Ouais, c'était. c'est vrai. Et maintenant, on est super potes. Genre, Ah le Fit2C de Beanstalk, je suis ultra pote avec lui, je l'adore. Bon, bivouac, pas trop. Parce que, Ouais, j'avais eu un post LinkedIn de qui était Non, pas non, trop on cool. s'en fout. Ils sont pas en pleine forme en ce moment, en plus. Chat. donc, Ce que j'allais te demander, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui là ils sont toujours en vie malheureusement pour Bivouac, c'est pas ce que je leur souhaite, mais ils sont sur la fin. Beanstalk, il tient la route, je ne sais pas comment, mais chapeau. Investissement locatif, Manuel et Mickaël, je les adore, alors que c'était mes pires ennemis avant, et je passe ma vie avec Manuel, il est trop cool. Ah, ils sont bons. Hein. On Ouais, peut dire ouais. ce qu'on veut sur eux. Niveau Ouais. business, Puis c'est des ils gens sont très bien. bons, hein. Honnêtement. Je pensais l'inverse quand j'étais concurrent, mais c'est des gens très bien et ils tiennent la route. Ils font beaucoup moins de ventes qu'avant. Mais voilà. Ouais. T'as 2-3 acteurs qui s'en sortent vaguement. Je crois que Cashflow Positif, ils Ouais, ils arrivent. sont beaucoup sur les blogs, étonnamment. beaucoup en province. Mais malheureusement, quand t'as un nom comme ça, tu t'enfermes un peu dans les Ah notes oui. de rapport à Roubaix. Ouais, et Cashflow. j'ai un peu mal C'est pour vrai. leur team SAV. Juste, J'avoue, c'est vrai que le nom dès le début tu te dis bon, allez, Ah parce ouais, que tu le mot t'appelles Cashflow, Cashflow ouais. négatif, t'as moins de clients, c'est moins facile de faire des ventes, mais Mais au t'as moins, moins de problèmes de SAV ok. parce que tu Bien peux, sûr. t'es pas obligé de vendre du Roubaix, quoi. C'est Mais sûr. bon, il marche bien, donc tant mieux. Et est-ce que tu penses que les entrepreneurs aussi devraient être un peu plus accompagnés sur ces moments-là où tu peux te retrouver comment gérer une boîte qui est en décroissance sur un marché que tu te prends plein de fouet ou quoi que ce soit? Parce qu'on t'apprend souvent, ok, tu peux toucher, lever de l'argent, etc. Mais tu as dû avoir des assignations au tribunal, tu as dû gérer pas mal de choses derrière. Et en soi, tu connaissais rien, non? Enfin, je sais pas, mais. Bah, tu découvres sur le tas. Bon, maintenant, on a ChatGPT. Hein, honnêtement, moi à l'époque, j'avais Wikipédia et Google. Mais non, j'ai appelé 2-3 copains pour comprendre. Mais c'est vrai que oui, tu fais ton baptême de l'air en plein, en pleine chute, quoi. Et donc, tu apprends sur le tas. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 réflexes à connaître. Tu vois, quand est-ce que tu dois vraiment déposer le bilan? Qu'est-ce qui fait que tu peux finir en faillite? Tu vois, aujourd'hui, Atome, je l'ai structuré de manière à ce que ça soit pas techniquement possible de faire faillite. Alors Ok. après, on sait jamais, mais à moins de me prendre un procès de malade sur un truc. T'es en SAS, t'es en SASU. Je suis en c'est pas SS, mais indiscret. tu vois, j'ai pas de salarié, j'ai pas de dette. Quand t'as pas de salarié, pas de dette, faut y aller pour faire faillite, tu Mhm. vois. Mais bon, voilà. Ça forme et aujourd'hui, il y a des ressources. Moi, j'ai écrit un guide avec le Galion, qui est une asso d'entrepreneurs qui justement prépare les entrepreneurs à la phase de restructuration. Voilà. Il y a des boîtes qui te contactent pour du consulting en phase d'hypercroissance, c'est ce que tu viens de dire, ou parce en vrai, on se rend pas compte, mais la phase d'hypercroissance, c'est très compliqué, je pense, et c'est ce que tu as vécu avec Mastéos. Est-ce qu'il y a des entreprises qui te contactent pour justement donner des conseils sur ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il faut pas faire dans Oui, cette oui. période-là qui peut être Il y qui en est a positive, plus. mais qui est compliquée aussi. Il y en a plus beaucoup en hypercroissance, donc. Ah ouais. Ouais, malheureusement. Parce que on est sur une fin de cycle là, à tous les niveaux. Et donc, oui, il y en a qui me contactent, mais je suis pas un très bon consultant, honnêtement. Donc, je prends pas ce genre de mission. Est-ce que tu es positif sur l'entrepreneuriat? Parce que là, quand on t'écoute, on dirait qu'il y a la hausse des taux, on est sur une fin de cycle. Est-ce que tu conseilles à des jeunes d'entreprendre et si oui, comment? Bah, ce que je disais sur l'immobilier, c'est qu'il faut être contrarian. C'est quand tu es justement sur un cycle baissier où personne n'a envie d'y aller qu'il faut y aller. En tout cas, en IMO, c'est clairement maintenant qu'il faut investir. Moi, je vois des trucs sur le marché,
Quand j'étais chez Mastéos, j'aurais eu, là, ce que j'ai visité avant de venir sur le podcast, à 150 000 euros, j'aurais dit c'est l'affaire du siècle. Oui, Et je l'ai à 60 000. Ça n'a aucun sens ce qui se passe en ce moment. La marée basse. C'est la marée basse, mais il n'y a personne. C'est trop bizarre. Et donc, pareil, en entrepreneuriat, là, il y a plus de. C'est peut-être presque le moment de faire une boîte d'investissement locatif, tellement c'est complètement déserté, quoi. Il y a quelques boîtes. Il y a Kika en ce moment que je vois, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tu as quelques boîtes par-ci par-là qui commencent à se créer. C'est assez atomisé. Non, mais peut-être que l'investissement locatif n'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui de marrant s'il fallait créer Parce qu'il y a encore plein de problèmes à résoudre dans l'immobilier. Hein. Ah oui. Ouais, c'est Que ça. ça soit sur la rénovation, que ça soit avec les assurances, que ça soit Les dans la syndics. gestion, les syndics, Les où c'est syndics. vraiment old school. Et Non, mais tu regardes les notes Google des syndics, ils prennent. Il y a Ouais, mais une boîte- syndic- Matera essaie de faire non, ça. mais Matera il y a essaie. Matera. plein de boîtes, Bellman, Matera et tout. Bellman avait fait faillite, mais Homeland, non, c'est pas au syndic que ça se joue. Moi, sur mon micro-marché, la plomberie, le sanibroyeur, ça va pas. C'est quand même pas compliqué de broyer du caca et de le faire sans que ça soit un bruit de moteur de Boeing 747. Ça, c'est vrai qu'il y a un truc C'est à vrai que quand faire là-dedans. t'inventes une technique. C'est pas possible, quoi. Et donc, il y a un acteur aujourd'hui qui s'en occupe et ça fait des toilettes horribles avec une. Tu vois, il pourrait Ah, ils juste sont moches, faire en hein. sorte que ça soit beau, quoi, bordel, pour le prix. Et en fait, non. Donc, moi, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus, même si c'est pas un énorme marché. Demande à tes amis de trône. Bah oui. Bah, j'aurais demandé, mais ils sont déjà occupés. Ah, ils ont de les quoi trucs faire déjà. classiques. Moi, je pense qu'il y a une marque à faire sur le marché des sanibroyeurs. Ok. Ça génère tellement de valeur au niveau foncier, ça Ah fait ouais. doubler les prix des biens. Si jamais tu as un équivalent toilette en sensation, bah, tu peux vraiment créer de la valeur au niveau foncier en plus de ton business, quoi. Ou alors des produits avec de l'eau autonome. Il y a quelqu'un qui avait fait ça pour les micro-lave-vaisselle avec des réservoirs. Parfois, tu n'as pas Bon. d'arrivée d'eau. Bon, nous, on arrive à force à les faire venir, mais tu vois, tu as plein de logements qui sont insalubres parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais si tu arrivais à recréer un écosystème à réservoir d'eau, ça permettrait de les remettre sur le marché. Dans une ville, ils essaient de faire ça dans un immeuble. Un immeuble qui, justement, va récupérer toute l'eau et qui sera autosuffisant sur plein de trucs. Et ça, c'est C'est stylé sur le papier tout le temps, mais après, Ouais. tu te dis tout le monde comment ça va se faire sur le long terme, etc. Parce que c'est comme les gros immeubles années 70, c'était hyper stylé sur le concept, etc. Mais sur le long terme, c'est toujours compliqué. Ouais. Quand on voit les immeubles des années 70, typiquement à Créteil, parce que je viens de 94, ça a très mal vieilli. Et c'est pour ça que c'est toujours dur, parfois, je trouve, en architecture, par exemple. Il y a des choses qui sont très belles. Et regarde, au final, ce qui tient le mieux aujourd'hui, c'est le haussmannien qui date il y a 300 ans, contrairement à d'autres immeubles qui sont plus récents, mais qui au final, la dernière fois, on avait David Broman qui était venu sur l'épisode et on parlait des promoteurs, du neuf, etc. Et parfois, tu as des immeubles qui datent de 2010 qui sont déjà dans c'est des une mauvais mauvaise états. facture. Ah ouais. Non, mais il faut aller traiter des vrais problèmes. Les boîtes d'investissement locatif, tout ça, c'est sympa, mais ça traite pas des vrais problèmes. Je pense qu'il y a un moment, il faut. En réno énergétique, moi, le premier moment, c'est que je trouve pas de prestataire qui me propose des isolants minces. En fait, c'est pas juste mon problème. À Paris, tu es à 12 000 du mètre. Chaque centimètre carré c'est a vrai, une clairement. valeur inestimable. Ouais. Donc, il faut une boîte qui te dise. Alors, si tu fais une réno classique avec ton ITI de 12 cm, bah, tu perds T'as plus rien. 50 000 balles sur ta réno juste en Mm. mettant de la mousse et en gagnant une lettre au DPE. Et moi, je cherche un prestat spécialisé en ITI isolant mince. Tu vois, ça, ITI, tu peux expliquer pour les personnes qui connaissent pas. isolation thermique par l'intérieur. Et tu vois, c'est niche, mais en entrepreneuriat, c'est bien de commencer par de l'ultra niche et après de dire on passe de l'ITI à l'ITE, donc ou par un autre truc, et puis tu fais de la réno énergétique en général, mais tu viens tacler un problème très précis, expérimenté par plein d'acteurs. Et tant pis si tu fais que Paris et que tu fais que des sanibroyeurs au dernier étage ou que tu fais que des ITI pour les petites surfaces, mais tu commences par là parce que c'est un vrai problème, quoi. T'en penses quoi des aides de l'État? Parce qu'il y a pas mal de fois des clients qui nous contactent et qui veulent les aides de l'État et qui veulent absolument un artisan RGE. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que c'est vraiment applicable ou est-ce que toi, par exemple, tu les appliques parce qu'au final, tu vas faire un travail d'isolation intérieure? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Moi, j'en prends pas des aides parce que je suis phobique administratif et je crois que c'est réservé aux plus gros revenus. Non, aux plus petits. Plus petit. Plus petits revenus. Et comme quand j'ai des clients, ce qui est rare, c'est plutôt des gros revenus, ils sont pas éligibles. Je trouve que c'est une assez mauvaise allocation des ressources, même si ça part d'un bon sentiment de la part de l'État. Parce que finalement, ça arrive à des boîtes de RGE qui en répliquent l'aide sur leur devis. Exactement. Et donc, en fait, un artisan RGE va te facturer, bon, j'arrondis, 2 fois plus cher par rapport à quelqu'un qui est pas RGE pour le même résultat. Donc, en fait, tout est annulé, si tu veux, là-dedans.
Ça enrichit les boîtes de RGE. C'est un peu comme les CPF, les crédits formation, là. Quand tu sais que c'est pas toi qui payes, bah, même si tu payes 4000 alors qu'en vrai ça vaut 2000, c'est pas toi, c'est l'argent de l'État. Ouais. Et c'est pas comme si aujourd'hui l'État avait plein d'argent pour ça. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est toujours pareil. Sur le papier, c'est hyper stylé. Ouais, comme on est tous l'encadrement. d'accord. Hein. Ouais. Et après, t'as toujours des gens qui jouent là-dessus, quoi. Ouais. Mais c'est horrible parce que quand on laisse une faille, bah, il y a toujours comme l'arnaque sur la TVA là qu'il y avait eu avec Marco Moulier et tout ça. C'est pareil, ils ont laissé une petite faille et t'auras toujours des petits malins qui prendront ces petites failles. Et c'est vrai que les RGE, on a pu voir ça nous avec Omnext, où dès que t'as un artisan qui est RGE, bah forcément il met un devis plus élevé. tabasse, ouais. Et c'est normal, oui. c'est chiant. T'éclates. Tu dois une fois par an, tu dois passer un sort de une journée entière de formation. C'est chiant. Hein. Il y a plein de papiers à remplir. C'est vrai que je sais pas. Je pense qu'il y a des choses à améliorer là-dessus. Et tu vises quoi alors en termes de. T'as des chiffres quand même où tu te dis que tiens, t'as envie de faire tant de logements pour l'année prochaine, t'as envie de faire. C'est quoi tes chiffres pour l'instant? Bah, il y en a à Paris, il y en a sur les 150 000, la moitié qui sont adressables. C'est-à-dire qu'ils font Ok. plus de 9 mètres carrés que je peux adresser, que je peux recycler, remettre sur le marché. Évidemment, c'est trop pour mon projet, mais j'aimerais bien en faire 1000 à terme. Quelque manière que ce soit, quoi. 1000 micro-logements réhabilités, remis sur le marché, loués à des travailleurs nomades pour désengorger le marché et les faire venir plutôt sur ces surfaces-là et laisser les plus grandes aux étudiants qui y vivent vraiment. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu RSE quand même, parce que mine de rien, on améliore systématiquement les notes au DPE. Parce que l'essentiel de l'empreinte carbone parisienne, c'est ces micro-logements au dernier étage. Hein. Donc, en fait, si tu veux traiter l'empreinte carbone du logement parisien, il faut commencer par le micro-logement. Voilà, j'attends que le Vatican me canonise pour cette action. Là, ils élisent un nouveau pape bientôt. Voilà, je mets ma candidature. Et qui dit dernier étage dit aussi chaleur l'été. Chaleur. Chaleur, oui, bébé. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que moi, j'habite dans un dernier étage et l'été, c'est compliqué. C'est hein. galère, moi aussi. En plus, les toits de Paris, ils sont protégés. Comment tu mets une clim dans un haussmannien? Ouais. Bah déjà on isole, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, Après, ouais. de temps en temps, on a des clims mobiles, mais là, mon archi nautique, il a une clim qu'on met sous le lit et il y a un système d'aération. Quoi? Et je crois que je mets un carottage Ok. quand j'y arrive. Mais quand c'est pas sur le mur, c'est sur la fenêtre. Là, on est en train de le tester, donc Ok. c'est encore hypothétique. Mais t'as des clims où t'as pas besoin de bloc externe, mais il faut un carottage pour la sortie. Ça, c'est bien. parce Soit que c'est- fenêtre, soit mur. Ouais, C'est Enfin, moche hein, quand un gros bloc sur une façade haussmannienne, c'est compliqué à mettre. Parfois, t'es pas sur la façade, parfois t'es sur la cour, et donc ça gêne moins. Donc là, J'avais ça va. fait sur une cour. Et si ta grille en sortie, elle reprend les couleurs de la façade et que la mairie, j'ai déjà été autorisé par la mairie à en faire un, donc ça fonctionne. Ok. Mais le bloc externe, c'est sûr que c'est mort. Hein, pas oui, cher. tu m'étonnes. Quoique si j'ai eu une fois sur un toit, on m'a autorisé, mais. Ouais, on essaye Chance. systématiquement de mettre des clims d'une manière ou d'une autre. Au pire, tu mets une clim mobile avec ton tuyau en élastique et puis voilà. Parce que quand t'as une clientèle étrangère, ils sont tellement habitués aux clims Ils que demandent quand tous ils de la arrivent, clim. ils sont en mode Ouais. Attends, vous avez pas de clim? Quand j'ai C'est la, vrai que- quand j'ai la famille royale saoudienne qui vient dans mon 9 mètres carrés au 6e sans ascenseur. Non, j'ai pas ce genre de client. T'as pas de clients étrangers parfois que. Ah si, t'as raison. Sur certains cas, j'ai des étrangers, mais moi, je fais vraiment du travailleur nomade. C'est le start-upper Blablacar qui s'est mis au vert en Normandie et qui vient bosser du lundi au mercredi. C'est ça, mon client. Bah, moi j'ai des Airbnb et j'ai énormément de demandes comme ça avec des travailleurs qui viennent et parfois des personnes qui me disent qu'elles viennent régulièrement et qu'elles aimeraient bien pourquoi pas faire un Eh contrat. ben, renvoie-les-moi. Et à ce moment-là, pourquoi pas, carrément. Ou même que j'allais prospecter en direct pour pouvoir les avoir. Mais je pense que c'est vraiment un très très beau marché. On arrive sur la fin du podcast, messieurs. Thierry, c'était ultra intéressant. Merci encore pour toutes ces valeurs, tous ces échanges. C'était trop trop cool. Et peut-être d'en faire un prochain un jour. Et surtout que ta boîte Atom cartonne tout simplement. Merci. Si vous avez en tout cas le budget pour, qui est pas vraiment énorme, n'hésitez pas à contacter Thierry Sur LinkedIn. sur LinkedIn. Il se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, Je confirme. Merci pour l'invite. Merci. Merci Thierry. avec plaisir. On se dit à bientôt. Ciao. Ciao.